Voilà. Je reviens donc à mes invités ce soir. Et du reste, on n'est pas loin du thème évoqué, puisque on est dans les 70 ans, effectivement, après cette période tout à fait pathétique, douloureuse. Alors, voilà. Ce soir, on peut dire que c'est un scoop. C'est un scoop parce que, d'une certaine façon, parce que depuis plus de 30 ans que j'anime cette émission, c'est la première fois que, personnellement, avec toi, mon cher Denis, et Jeannette, ta femme, nous allons explorer, en fait, une nouvelle piste qu'on connaît mal, qui est une piste méconnue, à savoir l'histoire de ce qu'on appelle les boys, the boys. Alors, je compte sur toi pour nous faire une rétrospective historique, mon cher Denis. Bien. Merci d'abord de nous avoir accueillis ce soir. C'est moi qui t'ai demandé il y a quelque temps si on pouvait parler de cette histoire extraordinaire, parce que je souhaitais rendre hommage à mes beaux-parents et à tout un groupe de jeunes juifs venus des pays de l'Est qui sont arrivés en Angleterre entre le mois d'août 45 et le mois de mars 46. Leur histoire est d'ailleurs relatée dans un livre d'un très grand historien anglais qui s'appelle Martin Gilbert. Grand historien, en effet. Grand spécialiste de Churchill, qui a raconté toute leur histoire à travers des centaines de témoignages qu'il a recueillis. Leur histoire, dans ce livre, m'a beaucoup frappé parce que elle montre des similitudes entre toutes les histoires de tous ces enfants de façon extraordinaire. Le livre développe d'abord l'avant-guerre, où tous ont été de façon très violente confrontés à l'antisémitisme polonais, puis le début de la guerre, puis l'envoi d'enfants dans des travaux, dans ce qu'on appelle pudiquement en français des camps de travail, qui en anglais s'appellent slave labor camp, et ça donne un petit peu mieux l'idée de ce qu'étaient ces camps de travail. Pour ceux qui ont survécu, à la fin de la guerre, ils ont été, suivant qu'ils ont été libérés par les Russes, les Anglais ou les Américains, ont été regroupés dans différents camps, et une grande partie a été regroupée en mai 45 dans le camp de Theresienstadt. À ce moment-là, en juin 45, le gouvernement britannique donne l'autorisation pour 1000 enfants de moins de 16 ans d'être transportés en Angleterre, d'être accueillis, sous réserve qu'on leur donne une éducation et qu'au bout de 2 ans, ils partent. Ce qu'on appelle un permis de séjour temporaire. Absolument. Oui. Et donc, la communauté fait des pieds et des mains, ne trouve pas d'enfants. Je continue à chercher, il découvre d'abord le descendant de Montefiore, de Lord Montefiore, bien connu à Jérusalem pour son moulin, dit au gouvernement britannique, mais comment vous allez prouver que ces enfants ont moins de 16 ans? Comment vous ne croyez pas qu'ils se sont promenés dans les camps avec leurs papiers d'identité? Et petit à petit, on finit par trouver un médecin britannique qui avait donné son accord pour un rapatriement sanitaire vers l'Angleterre pour 300 enfants. Parmi ces 300 enfants se trouvait mon beau-père et ma future belle-mère. Donc les parents de Jeannette, ici présentes. Et voilà. donc, ces enfants sont rapatriés en Angleterre en août 45. On commence un petit peu à revivre. Plusieurs enfants les rejoindront au cours de différents transports. Et en mars 46, il y aura 732 enfants qui auront été rapatriés vers l'Angleterre. Ces enfants ont été hébergés par la communauté britannique dans différents orphelinats. On leur a appris l'anglais, on leur a appris un métier. On les a soignés. Ils ont eu envie d'être toujours ensemble. C'est ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai connu ma femme, quand je suis arrivé en Angleterre, de voir cette grande famille, cette immense famille qui m'étonnait. Et donc très vite, dès 1947, ils ont fait, comme vous pouvez imaginer dans tous les films anglais célèbres, ils ont fondé un club avec un club très british au fond. C'est absolument extraordinaire. Et dans ce club-là, ils se regroupaient. Ils avaient besoin d'être ensemble. Ils se regroupaient. La communauté juive britannique a été très astucieuse à ce moment-là. Elle s'est dit, il ne faut pas que vous vous regroupiez toute seule. Elle a insisté pour que des enfants britanniques, en particulier des filles, parce qu'il y avait un déficit de filles considérable, arrivent dans ce club et participent aux différentes animations. Ils se sont donc mariés, ils ont commencé à avoir une vie de famille, et en 65, ils ont formé, donc cette fois-ci ils étaient adultes, ils ont formé une société qui s'appelle 45 Society, et qui depuis mai 65, toutes les années fait une réunion de tous les gens. Maintenant il y en a de moins en moins, mais les enfants ont pris la suite, et comme ils sont malheureusement en train de disparaître, je dois dire que je vous souhaitais cette émission maintenant, parce que nous allons à Londres le 5 mai,
pour vraisemblablement la dernière réunion. Ah oui, la dernière réunion. Alors, il faut savoir que parmi ces boys, donc 732 en tout, quel est le pourcentage de filles? À peu près 10%. 10%. Alors, il y a une explication? Alors, Martin Gilbert donne comme explication qu'à la fin de la guerre, les travaux demandés aux personnes étaient pour des usines d'armement, des choses lourdes et tout, donc les filles, on n'en voulait pas, donc elles ont été exterminées beaucoup plus rapidement que les garçons. Oui. Alors, il y a quand même un livre que tu as beaucoup étudié, et je dirais aussi pour des raisons sentimentales, avec le lien qu'on peut faire avec ta femme, c'est le fameux livre The Boys, donc écrit par Martin Gilbert. Voilà. Et là, il a une vraie particularité, cet ouvrage. C'est ce que tu m'as appris, moi je le connaissais pas. Pour en avoir discuté avec toi sur les différents ouvrages, les différents témoignages qu'on retrouve en France dans différents ouvrages, en général, on se contente de faire un récit de témoignage in extenso qu'on met à la queue leu-leu. Martin Gilbert utilise une méthode qui est très particulière, qui lui est particulière dans tous ses ouvrages. C'est tout simplement que, ayant recueilli ces centaines de témoignages, lui les décrypte et il construit son livre par ordre chronologique et par thème. Avant-guerre, l'école, l'antisémitisme, etc. Et dans chaque chapitre, il indique 2 phrases qu'il extrait de tel ou tel témoignage. Et je dois dire que la première fois que je l'ai lu, c'est là où l'antisémitisme de Pologne d'avant-guerre m'a sauté aux yeux. Je l'avais jamais lu comme ça. Quand vous avez un premier récit d'un enfant de 8 ans qui vous dit on nous mettait à l'école des sœurs parce que c'était la meilleure école du village. Une fois, j'avais 8 ans, je sors de l'école, les enfants se jettent sur moi, me mettent du jambon dans la bouche. Je vais me plaindre. À ce moment-là, mes parents vont voir le directeur m'appelle et me dit tu vas me montrer qui est-ce qui a fait ça. Il me tire par l'oreille, mais tellement violemment que j'en ai mal à l'oreille jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez des récits comme ça, vous les avez tous, les uns après les autres. Le nombre d'enfants qui vous racontent qu'ils ont été agressés à la sortie de l'école, qu'on leur a mis du jambon dans la bouche et tout. La méthode de Gilbert vous fait... Oui, mais la méthode a fait penser à l'école des Annales, c'est à l'école de Marc Bloch, puisqu'on déborde le lit de l'histoire, encore une fois, pour convoquer d'autres notions, comme la sociologie, la psychologie aussi, etc. Donc c'est ça qui donne de l'intérêt à j'avoue que quand on le lit, on est surpris par... autre question, y a-t-il une possibilité, alors je me tourne peut-être vers Jeannette, ce livre, il aurait des chances d'être traduit en français un jour? Bon, on va le demander à Martin Gilbert au mois de mai. Mais justement, il faut lui poser la question, parce que là, c'est une histoire assez extraordinaire qu'on connaît assez mal, encore une fois. Il faudrait trouver des traducteurs en France. Jeannette, professeure d'anglais, donc au célèbre lycée Maïmonide, le lycée juif. Alors, Jeannette, témoin au fond, témoin, puisque papa et maman font partie de ces 732 enfants qui ont échappé à l'enfer et qui se sont reconstruits d'abord une nouvelle vie british, on peut dire, british et juive bien sûr, en Angleterre, et qui ont fait leur alia aussi des années après. Il y a très longtemps, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, ils avaient passé 40 ans en Angleterre. Oui. Et puis mon père, malheureusement, est tombé très malade à l'âge de 60 ans. Et il a voulu décéder en Israël. Et depuis, ma mère a continué de vivre là-bas. Et c'est extraordinaire parce que... Elle a aujourd'hui 84 ans. Voilà. Oui. Et très active. Elle continue à donner des conférences sur la Shoah en hébreu, en anglais. On s'adresse à elle, elle est encore très alerte. Et puis, en 2005, elle a été reçue à Buckingham Palace par la reine d'Angleterre, The Queen and Prince Philip. Oui. Et c'était aussi un moment extraordinaire parce que la reine a décidé de éliminer le protocole pour ce petit groupe de survivants qu'elle a reçu. Elle a eu un égard extraordinaire pour eux parce que d'abord le buffet c'était un buffet kasher. Elle a fait appel à ce qui était une attention extraordinaire. Ensuite, pas de révérence. Normalement, il y a le chef de protocole avant qu'on rencontre le couple royal où on vous montre comment faire la révérence, s'incliner, comment parler. Il faut pas, voilà. Tout ça a été complètement balayé, c'était formel, vous êtes mes invités, c'est pas moi qui vous fais l'honneur, c'est vous qui me faites l'honneur. Superbe. Et ensuite, normalement, ces audiences sont chronométrées à la minute et elle a demandé à ce qu'on la dérange pas
jusqu'à ce qu'elle... Ça, c'est un très grand moment. Ouais, c'est très 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 grand c'est moment. Hein, tout à fait surprenant. Alors, je voudrais revenir à la famille. Bon. 2 sœurs encore, vous étiez 3 filles. Nous sommes 3 filles, mes 2 sœurs sont en Angleterre, mais le reste des membres de la famille se comptent à peine sur les doigts d'une main. Nous avons 4 enfants, Dieu bénisse, nous avons 10 petits-enfants, oui. En Israël, à New York, et puis j'ai une gigantesque famille. Une famille unique. On va en parler, mais revenons un petit peu aux parents. Parce que ce qui est extraordinaire, quand par exemple Boris Cyrulnik lance, je dirais, pour une plus grande audience, cette notion de résilience, on est bien dans ce thème-là avec vos parents et puis tous ces enfants-là, puisqu'ils vont se reconstruire et ô combien donc en Angleterre. Et en même temps, ils vont donner une éducation extraordinaire à leurs enfants, puisque les 3 filles, vous avez toutes les 3 fait une belle réussite sur le plan scolaire. C'était, je pense, familial. L'objectif de tous ces gens de nous donner l'éducation qu'ils n'ont jamais eue, parce qu'après tout... Oui, Denis. Une toute petite intervention, ce qui m'a frappé dans le livre, c'est que quand ils arrivent à Londres, quand ils arrivent plutôt à Windermere, qui est dans le pays de Galles, la réaction des enfants, c'est de dire, est-ce que vous allez nous donner une éducation? Ah oui. Incroyable. Ouais. Eh oui. Eh oui. Ils étaient demandeurs. Très demandeurs. Eh oui. C'était très important pour eux. Parce qu'en fait, quand on regarde... Mais ils étaient déracinés complètement. Ils étaient déracinés. Ils repartaient naissance zéro, quoi, je veux dire. Je veux pas faire de comparaison malsaine avec ce qui se passe aujourd'hui, mais enfin, des enfants de 15 ans qui sont passés par là, et la première réaction aujourd'hui, c'est je vais devenir quelqu'un. Ça passe par l'éducation. Parce que, en fait, quand on regarde, on lit les récits de Martin Gilbert, ce qui ressort, c'est que non seulement il suivait un cursus laïque à l'école, mais aussi il y avait le cheder, donc les études étaient primordiales en Pologne. C'est ça. Et pour tous ces gens-là, for the boys, il était absolument primordial que eux, ils ont eu des rudiments. Et l'éducation, c'est aussi le lien avec les parents d'une certaine manière. Non, parce qu'ils voulaient devenir aussi, c'était devenir quelqu'un, to become somebody, c'était respectable. Alors, il y a quelque chose, parce qu'on s'est parlé avant d'entrer dans le studio, il faut dire la vérité, alors il y a quelque chose d'absolument... Alors, on va passer dans un monde de contraste. D'abord, pourquoi? Parce que ils vont se retrouver dans une cantine. Ils vont voir de la nourriture fumante, et là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que plus tard, après, ils vont être, je dirais, plus anglais que les Anglais eux-mêmes. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, revenons au premier temps. Je vais vous dire, ma mère m'a dit, on était comme des animaux. Je veux dire, on savait... d'abord, ils parlaient pas la langue. Ils arrivent dans cet endroit propre. Tout était propre. Je crois que le mot qui ressort... Briqué, blanc, propre. Et ensuite, ils sont dans le réfectoire et ils voient devant eux des bols de nourriture fumante. Et ils ne savaient pas quoi faire. Est-ce qu'il fallait manger? Qu'est-ce qu'ils se regardaient? Qu'est-ce qu'il fallait faire avec tout ça? Et il y avait des médecins qui les entouraient, des psychologues sûrement, qui les ont entourés. Ils ne savaient pas quoi faire. Alors les psys, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retournés vers le mur. Et ils ont commencé à mettre la nourriture dans leurs casquettes, dans les poches, dans les chaussures, dans les chaussettes. Après, plus tard, il paraît qu'il y avait des bastons. Ils n'ont pas compris que cette nourriture était pour eux. Que personne... C'est l'état de souffrance dans lequel ils se trouvaient. Ah ouais. Dans l'état de manque. En fait. Manque aussi affectif. Je veux dire, moi j'ai vu les bulletins scolaires de ma mère. C'est pas signé par les parents, c'est signé par des tuteurs. Je veux dire, elle a gardé ça. Mon père, je sais très peu de choses sur sa vie. Il était très secret et trop affecté pour nous en parler. Vraiment. Alors ça c'est bon le premier temps. Et puis le temps va passer et on va voir des hommes et des femmes s'intégrer dans la société british. Mais difficilement au départ. Difficilement au départ. Parce que ils ont constitué, donc ils ont été dans cet orphelinat qui les a éduqués, qui leur a donné des rudiments de mathématiques, savoir compter, savoir faire un métier. Ma mère est partie à Manchester
pour devenir infirmière. C'était tellement important son diplôme d'infirmière. Elle a fait des études. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle voulait pas se marier tant qu'elle n'avait pas son diplôme en poche. C'était tellement, après tout, son premier contact avec les nazis, c'était à l'âge de 10 ans. Et donc, à partir de 10 ans jusqu'à son arrivée en Angleterre, il y avait plus d'école, il y avait plus d'éducation. Et donc, et en plus, il paraît que les Anglais, d'accord, ils étaient contents de recevoir ces jeunes, mais ils ne voulaient pas les accepter, les intégrer dans leur famille. Je parle de la communauté juive anglaise. Et ensuite, on a décidé donc de créer un club qui s'appelle The Primrose Club, parce que ces jeunes-là, après l'orphelinat, étaient un peu livrés à eux-mêmes. On souffrait d'une solitude. Après tout, il n'y avait pas papa et maman, il n'y avait pas de frères et sœurs, il y avait qu'eux. Donc, de fil en aiguille, ils ont constitué ce club où ils pouvaient se rencontrer. Et ensuite, on a encouragé, parce qu'il s'agit de The Boys, mais ma mère fait partie de The Boys. C'était, oui, bien sûr. Bon. Et donc, on a encouragé les jeunes Anglaises qui sont devenues, je les appelle Tata maintenant. Voilà, alors justement, c'est ça, c'est qu'il y a un lien, et vous dites que c'est un lien qui dépasse même les propres liens familiaux. Alors, expliquez-vous, alors, Jeannette. Je vais juste terminer avec, si vous permettez, avec le Primrose Club. Alors, donc, il y a eu des rencontres, et finalement, il y a eu des mariages, et puis je voudrais juste citer l'effet de ce club sur tous ces boys. C'est my uncle Ziggy, mon tonton Ziggy, qui est encore vivant, parce qu'il en reste plus beaucoup. Alors voilà. Soit je le lis en anglais, je vais le lire. Allez, vous avez une jolie voix, il faut le lire en anglais d'abord, et on va faire la traduction. Je ferai la traduction. Voilà. Oui, bien sûr. The first evening, I went to the Primrose Club. I felt I was at home again. J'ai ressenti que j'étais à nouveau à la maison. I found my family. J'avais retrouvé ma famille. And I found the boys. Et j'avais retrouvé les garçons. Et maintenant, après 70 ans, nous sommes toujours ensemble. C'est super. C'est super. Alors, ces liens de famille, oui, on est plus proches. Je pense que tous ces gens qui ont entouré ma vie s'appellent des uncle and auntie, tata et tonton. Si vous le permettez, il y a quand même un passage très émouvant. Je crois qu'il faut revenir dessus parce que c'est l'enterrement de mon père. C'est lors du décès de votre papa. Voilà. Et là, on va voir quelque chose d'extraordinaire. J'espère que je vais tenir le coup là. Alors, mon père est décédé en 1991. La maladie l'a emporté à l'âge de 60 ans. Il a voulu décéder en Israël. Et nous sommes une famille de filles. Et très franchement, on savait pas à qui s'adresser. Bon, bien sûr qu'il y a un rabbin, bien sûr qu'il y a une synagogue pour faire le Kaddish. Il y avait déjà des boys installés en Israël. Mais il y a une centaine de boys qui ont fait le voyage de Londres parce qu'ils avaient perdu un frère et ils ont fait un Kaddish collectif et le rabbin n'avait jamais vu ça de sa vie et il a sangloté et d'ailleurs il est resté notre rabbin depuis cette époque-là. Il nous a jamais quittés d'ailleurs. On fait partie de sa communauté en Israël. Et ça, c'était franchement, il m'a dit que c'était un événement absolument unique. Et tous ces gens-là, je les appelle tonton et tata. Et c'est vrai qu'on a réussi nos vies, je vais vous dire. Il y a Dr. Dina Coleman qui est devenue la directrice de Yavney Londres. Et une grande académicienne, vraiment, elle est vraiment universitaire. Et son père était dans le shtetl avec le mien. Ils ont grandi ensemble. Alors, Jeannette, moi j'ai envie de vous poser une question, parce que vous êtes enseignante d'anglais à Maïmonide. Oui. Je suis certain que cette histoire, la vôtre, vous la racontez aux élèves. Et alors là, c'est incroyable. On sait à Maïmonide et on ne sait pas ailleurs. Alors comment les élèves réagissent? Parce que, en plus, vous racontez très bien. Alors j'ai eu il y en a qui pleurent. Oui. Ils pleurent beaucoup. Une fois, j'ai dû m'arrêter
j'ai pris l'habitude de le faire. Je n'ai pas raconté tout ça en fait. Hein. Je suis passée pour le lycée, par un discours que ma mère a fait en 2007 et qui est écrit en anglais, qui est tellement bien écrit. D'abord, je n'ai pas cru d'ailleurs que c'était elle qui l'avait écrit. Et pour commémorer non pas Yom HaShoah, mais la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz, je le fais ce discours avec certaines classes de lycée qui disent pas un mot, peuvent pas me regarder en fait, hein, et parfois ils applaudissent. Et en fait, maman raconte d'abord son premier contact avec les nazis. Elle est passée par le ghetto de Lodz. Le nombre de personnes qui sont mortes dans ce ghetto. Ensuite, son arrivée à Auschwitz avec mon oncle qu'ils ont fusillé tout de suite, son petit frère, et avec ma grand-mère qui avait la trentaine. Hein. Et puis les séparations, son expérience dans le camp, et ensuite Mengele, comment elle a échappé aux mains de Mengele parce qu'elle a menti sur son âge. Mais moi, j'ai 2 tantes, entre guillemets, en Israël, qui n'ont pas échappé à Mengele, qui ont survécu, et qui l'ont, Frania et Rena, oui. Alors, quand je vous vois tous les deux, ce couple maintenant avec une nombreuse descendance, et j'ai envie de vous dire, au fond, il y a une communauté de destin entre vous. Parce que Dieu sait si j'ai aimé tes parents, Alfred et Esther. En réalité, la connexion, elle était très naturelle entre vos 2 familles. Et pourtant, hein, mes beaux-parents qui reposent en paix, ils pouvaient pas s'exprimer en anglais. Oui, mais c'est pas. On s'explique quand même, on se comprend quand même. Il y avait des liens entre eux. Mais mon père et mon beau-père absolument extraordinaires, alors qu'ils ne pouvaient pas se parler. Mais je crois qu'il y avait beaucoup de névroses similaires. Il suffisait d'ouvrir les placards de la cuisine chez mes beaux-parents ou chez mes parents pour savoir que ma femme l'a raconté. C'était la peur du manque de la nourriture toute sa vie qui est restée pour l'un comme pour l'autre. Et je crois que mais il y avait entre eux une empathie naturelle, un feeling, comme on dit, un lien. On a beaucoup intervenu pour traduire entre eux parce que je voulais avoir des connaissances, des expériences des uns et des autres. C'était pour l'un comme pour l'autre, c'était un élan d'un naturel absolument extraordinaire. C'était même tout à fait étonnant. Je pense à des familles qui parlent parfaitement la même langue, qui ont la même culture et qui ne s'entendent absolument pas. Tandis que là, c'était absolument extraordinaire. Il y avait une entente totale. Incroyable, hein. Et cette histoire, au fond, ils l'ont appris de la bouche des parents de Jeannette, ou déjà, parce que ton père il avait une forte culture dans le domaine de la Shoah. En France. Voilà, on est bien d'accord. Mais par contre, il y a des photos qu'on trouve dans certains livres d'histoire où on voit effectivement ces enfants avec une valise à la main, en train de prendre le train et en partance pour l'Angleterre. Ce qui est vraiment dommage dans cette affaire aussi, c'est qu'il était prévu 1000 enfants et qu'on en a trouvé que un peu plus de 700. 700. Ouais. C'est le chairman de cette société, de Fortify Israel Society, qui conclut en disant le gouvernement britannique vous avait autorisé à faire venir 1000 enfants, on n'en a trouvé que 732. La preuve que le désastre qui a affecté la communauté juive d'Europe était bien plus grand que ce qu'on a jamais pu l'imaginer. Dans la société anglaise, Jeannette, est-ce que d'abord cette histoire, elle doit être, je suppose, plus connue qu'en France. Comment ça se passe? Est-ce que ce club de rescapés, au fond, est-ce que il a dispensé autour de lui cette histoire dans la société? Comment ça se passe? Honnêtement, par le livre déjà, parce que le livre, partout à Londres, ce livre. Oui, par le livre. Et puis, cette Fortify Israel Society n'était pas que se rencontrer autour d'un bon verre, c'était aussi faire des gmars, c'est-à-dire lorsqu'il y avait des mariés qui n'avaient pas d'argent, on passait. Et là, ils récoltent des fonds où ils soutiennent aussi des organisations caritatives. The Jewish Blind Society récolte une fortune, parce que Dieu merci. Tous ces boys ont réussi, ils ont gagné de l'argent, ils n'ont pas eu de grands métiers, mais en même temps, ils ont eu de l'argent et franchement... Ce qui est triste, c'est que j'ai appris de votre bouche que, en fait, le premier dimanche de mai, vous allez vous rendre là-bas, en Angleterre,
et que c'est probablement peut-être, je dis avec prudence, la dernière réunion. On estime qu'il y a eu combien de pertes parmi ces enfants aujourd'hui? C'est difficile à chiffrer. C'est très difficile. Maman m'appelle très souvent. Je veux pas te dire. Je voulais pas te dire, mais tonton est parti. Oui, vous appelez tonton, tata. Oh là là. Ça, c'est fabuleux, ça. Et les enfants des autres, tous leurs enfants. Ma mère, c'est tata. C'est jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux, même si je suis adulte et je suis grand-mère, je ne pourrais pas les appeler par leur prénom. C'est tonton et tata. Oui. C'est tonton et tata. Je crois que ce soir, tu as bien rempli ta mission, mon cher Denis, parce que c'est vrai qu'il fallait il faut la faire connaître, cette histoire. Mais c'est juste pour vous dire que les enfants comme moi, même si je suis une grande dame, nous avons gardé le contact. Je ne pouvais pas être amie avec tout le monde, et en plus j'ai changé de pays. J'ai changé de pays. Mais quand il y a un tonton ou une tata qui décède, il y a une chaîne qui se fait. Et je téléphone tout de suite à la famille et aux enfants. J'ai dit, tu te souviens de moi? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein? J'ai dit, évidemment, je suis la fille de Shaya, je suis la fille de Salah. Ah oui, bien, mais évidemment. On pourrait presque constituer un arbre comme ça avec des flèches, des correspondances entre les tatas, les tontons. En tous les cas, vraiment, c'est une très belle histoire. Je voudrais quand même, aussi ce soir, rendre hommage à tes parents. D'abord, ils figurent dans cet ouvrage, les derniers témoins, Paroles de déportés, qui avait été publié sous l'égide du consistoire. Et puis, on s'aperçoit que effectivement, la vie continue, parce que, en fait, je vais dire vraiment une grosse banalité, mais Hitler a perdu. Il a perdu, parce que, en fait, là, je vous vois tous les deux, une famille heureuse, avec une nombreuse descendance, et le peuple juif continue, mon cher Denis. C'était le mot de ma mère pour chaque petit enfant qui naissait. C'est ma victoire. Voilà, c'est ma victoire. Hein. Et je me souviens de ton père, combien il était attentif à ce que la transmission de la Shoah se fasse avec rigueur. Surtout dans les dernières années de sa vie, c'est quelque chose qui le préoccupait beaucoup, ça. Mais je dois vous raconter une anecdote, si vous permettez. Mais bien sûr, on est là pour ça. Par rapport à une date fatidique, c'est le 10 mai. Et voilà. Ma mère devait être exterminée le 10 mai 1945. Elle a été libérée le 8 mai. Ma belle-mère a été déportée le 10 mai 44. La grand-mère de Denis est morte le 10 mai. Et mon enfant la plus jeune est né le 10 mai. La boucle est bouclée. Quelle magnifique réponse à tout ça. Et puis, peut-être qu'il m'en voudra, je ne sais pas, mais je voudrais aussi citer le gendre, votre gendre, le grand rabbin Olivier Kaufmann, qui aussi a repris le flambeau. Et Dieu sait si, je dirais, la transmission de la mémoire de la Shoah le préoccupe et qu'il fait ça, je dirais, avec cœur, avec ferveur. Comme on le voit du reste chaque 27 janvier pour célébrer la mémoire d'Auschwitz. Je crois qu'il faut se battre pour que cet ouvrage de Martin Gilbert, je vais le dire de façon anglaise, soit publié maintenant en français, parce que c'est une belle histoire. Et puis, on a eu la chance de vous entendre, vous, le témoin des témoins, puisque en fait, c'est l'histoire de vos parents, et puis des tontons et des tatas. En tous les cas, j'ai été vraiment très heureux d'être avec vous ce soir. Nous aussi. Et puis, chers amis, on se retrouve mercredi prochain. Merci.